il y a une différence entre acheter un espace publicitaire pour diffuser quelque chose et faire une chronique qui est tirée par d'autres cordes. Comme on consomme tout sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui se mélangent et on ne sait plus dissocier un article, une chronique, une promotion, du contenu sponsorisé. Il faut que le public soit averti. Bonjour, et salut. Merci à tous les trois du coup d'avoir accepté de dire la vérité sur les médias rap. Alors quand je dis la vérité, c'est vraiment l'idée plus de démystifier pour les jeunes artistes, les jeunes professionnels, les journalistes, les futurs journalistes, ce qu'est un média, ce que ça n'est pas, comment ça fonctionne et où est-ce qu'on va avec toute cette effervescence qu'on a aujourd'hui. Qui de mieux que vous trois pour en parler, trois piliers du journalisme rap, on va dire. Toi, Wafa Mamech, qui dédie ton travail au fait de valoriser des parcours inspirants. Comment toi, tu arrives à appréhender la notion du temps de l'industrie musicale? Je pense que la notion de timing, c'est un peu comme les formats. Je pense qu'elle dépend vachement de ton propos. Notamment avec ta maison d'édition Face Cachée, et on te connaît du coup sur l'ABCDR pour des interviews fleuves, notamment avec Medine. Sandra, merci aussi d'être là. Bon, pour vous trois, ça va être difficile de citer tout ce que vous faites. Je vais essayer de m'en tenir à des marqueurs. Donc Sandra, tu es photographe, directrice artistique. On te connaît également en tant que journaliste érudite du rap, notamment dans le Code Review. Elle a un univers bien marqué, en plus très graphique. Un peu proche de l'horrorcore. Sur tes interviews 69 minutes sur ta chaîne YouTube, mais aussi en tant que rédac chef du média Nanas Benz. Raphaël Dacruz, salut. Merci d'être là. On te connaît notamment aux côtés de Sandra dans le Code Review en tant que journaliste, mais également derrière le micro, entre autres, de BPM pour Bouscapé, donc qui est un podcast dédié à la rencontre de beatmakers. Est-ce que tu es dans la démarche de me dire il faut que j'essaye de correspondre à son univers, ou au contraire tu te dis il y a un défi aussi d'essayer, tu vois, de le sortir de sa zone de confort ou dans quelque chose d'inédit, tu vois, sur lequel peut-être tu t'es projeté. Exactement. Et enfin, en tant que coordinateur pour l'ABCDR du son. C'est ça. Donc j'ai la chance d'avoir trois profils journalistiques solides en face de moi et à la fois assez variés. Je vais en profiter pour essayer d'avoir vos réponses à des questions que je pense, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens se posent. Globalement, on va essayer de parler premièrement de l'effervescence, du coup, des médias ou des personnes qui parlent de rap aujourd'hui. Deuxièmement, on va parler un petit peu d'argent, parce que je pense que ça fait partie aussi de la thématique. Et ensuite, on va parler de subjectivité. Pour commencer à parler de l'effervescence, je vais reprendre la phrase d'Alassane Konaté, fondateur de Dean Records, qui dit dans une interview pour Yard « Nous sommes stylés, ça y est !» En parlant des gens qui parlent de rap, qui font du rap, qui défendent le rap ou qui le font vivre. Et en effet, ça se ressent, le rap est devenu stylé ces dernières années, ça se ressent dans le nombre de personnes, le nombre de comptes digitaux, le nombre de médias qui en parlent. De quel œil vous regardez cette évolution, cette effervescence? Je vois toute cette effervescence d'un point de vue positif, parce que ça prouve, comme tu le disais, que le rap est à la mode. On s'en est plaint pendant longtemps, donc essayons de prendre le côté positif quand il y en a. Après, évidemment, on va parler des points négatifs après. C'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit d'un téléphone, d'un ordinateur, d'avoir des écoutes d'albums dans les oreilles et puis de pouvoir donner son avis. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre juste donner son avis, être un média et être journaliste. Et c'est là que les frontières sont un peu floues aujourd'hui. Ouais. Je partage un point de vue avec Wafa, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de médias, mais peu de journalisme, en fait. Ouais, c'est qu'effectivement, il y a, comme tu le disais, via les réseaux sociaux, sur ces 5-6 dernières années, parce qu'on est dans cette ère, dans ce cercle vertueux du rap à l'ère du streaming, il y a des opportunités qui se créent, professionnelles, économiques, etc. Il y a plein de jeunes, et c'est très bien, qui entreprennent, qui ont envie de faire des choses, qui ont créé effectivement des médias, mais à la base, qui peuvent être des comptes Twitter, des comptes YouTube, etc., qui essaient de construire des choses autour, mais qui sont effectivement, pour beaucoup, juste des médias, c'est-à-dire des intermédiaires entre les artistes et leur public, soit le public des artistes, soit le public qui arrive à créer justement les médias. Mais ça manque de journalisme, quoi. Je trouve que ça manque d'exigence parfois, de précision et surtout de recul critique. Ce qui est le plus important dans le journalisme. Alors, je vais pas faire le mec érudit, mais il y a notamment le fondateur du Monde, qui s'appelait Hubert Beuve-Méry, qui avait dit que le journalisme, c'était la proximité à la distance. Et je trouve que parfois, il y a un peu ce truc d'être trop proche
et d'avoir cette distance critique qui n'est pas nécessairement négative, simplement en fait d'avoir un minimum de réflexion et de recul critique sur ce dont on traite, c'est-à-dire là pour le coup dans une activité de journalisme culturel, d'une musique et le rap. Et c'est vrai que comme tu disais, le fait que ce soit devenu stylé, il y a de plus en plus de monde qui veut en être. Ouais. Déjà, je pense que si on parle juste nous de nos métiers, ça fait un peu rêver, sauf que les gens ne connaissent pas forcément et la charge de travail qu'il y a derrière et les revers finalement, parce que ça reste un métier comme un autre qui peut être instable, qui peut être précaire, etc. Et puis il y a plein de questionnements, oui, d'éthique, de subjectivité, de proximité qu'il faut se poser. Et c'est vrai que les gens ont juste envie peut-être des fois d'être proches de leur artiste préféré ou beaucoup finissent en label. Et c'est vrai que c'est plus le monde de l'industrie, plus qui les attire que finalement la musique en elle-même. Ou le fait de faire du journalisme culturel en fait. Il y a vraiment ce truc-là, effectivement, par moment on a l'impression que des gens ont envie d'en être, ce qui peut être parfaitement naturel, hein, effectivement. C'est une culture, un courant musical sur lequel tu as envie de faire des choses toi aussi, mais la question à se poser, c'est comment le faire en fait. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de flou sur le fait d'avoir un média, c'est quoi et pourquoi faire exactement. Trouver sa ligne éditoriale, être exigeant dans son approche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses parce que c'est aussi, encore une fois, de l'effervescence de jeunesse, tu vois, sur lesquelles il y a encore, chez certains, je trouve, un manque peut-être de réflexion et de recul, ce qui est tout à fait normal aussi. Et ce que je trouve intéressant, il y a notamment dans ce que tu as dit, Raphaël, il y a la notion de journalisme et la notion de média qui se différencient. Alors, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est qu'on peut effectivement être un média sans avoir une démarche journalistique, si on prend vraiment l'idée d'être un intermédiaire effectivement entre le public et des artistes ou des informations. Et je me souviens, il y a quelques années, on avait tendance à dire il y a plus de rappeurs que de fans de rap. Maintenant, c'est un peu il y a plus de médias que de journalistes rap. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette génération où on est autodidacte. Et moi, je suis un peu dans ce cas-là où j'avais cette envie de faire du journalisme rap, sauf que j'ai pas cette formation. Comment est-ce qu'on peut se former au journalisme et comprendre la déontologie qui, selon vous, y correspond? Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là, quoi. Il y a effectivement des personnes qui sortent d'école de journalisme, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles ont une grande déontologie ou une éthique non plus, tu vois, dans leur boulot. Donc voilà, je pense que c'est juste des questionnements personnels. En fait, ce qui m'interroge souvent c'est le parcours des personnes, et ça revient un peu à ce que disait Wafa sur qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu as envie de le faire. Encore une fois, si par le fait de créer un média, pour toi, c'est juste le fait de partager tes coups de cœur, de créer des liens avec des artistes et le public, finalement, t'es quoi? T'es une agence de com ou t'es un média dans le sens, justement, normalement, au sens journalistique du terme, tu vois, c'est-à-dire avec un minimum de recul sur l'objet que tu traites, quoi. Donc, pour moi, c'est là où il est ce flou. Et c'est là où, effectivement, il y a des questions de déontologie qui se posent. C'est parfois ce flou entre la com et un média qui, normalement, avec sa ligne éditoriale, avec son regard critique, doit pas être entièrement dans la com et au service des artistes. Il n'y a pas très longtemps, il y a un confrère à nous qui s'appelle Jean Morel, j'estime beaucoup de travail, pour lequel j'ai même de l'amitié parce qu'on se connaît personnellement, qui avait dit justement dans une interview avec Nifa, c'était chez Camino, qu'un média c'était un relais en fait entre l'artiste et le public. Là-dessus, je suis pas d'accord avec lui, c'est-à-dire que pour moi, un média, dans le sens journalistique du terme, c'est l'objet sur lequel se fait le travail, c'est pas avec les artistes en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les artistes, ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre de haut, ça ne veut pas dire qu'on doit s'en méfier, pas du tout. C'est juste que l'objet, normalement, là, quand on parle de journalisme culturel, en l'occurrence de journalisme musical sur le rap, l'objet, c'est la musique, c'est pas les artistes en soi, quoi. Donc je pense que c'est ça le plus important. Encore une fois, c'est se demander, et ça revenait à ce que disait Wafa, d'où on part, de quoi on veut parler et comment on veut en parler. Et moi, je te rejoins sur ton parcours parce que je n'ai pas non plus de parcours journalistique comme Raphaël. Je n'ai pas fait d'école. J'ai commencé en étant passionnée, comme beaucoup aujourd'hui, sauf que c'était à l'époque de l'écrit, des blogs. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ce truc vidéo et podcast. Et c'est vrai qu'on apprend juste sur le tas, mais je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours se mettre à l'ombre de l'objet qu'on traite. C'est-à-dire qu'on parle de la musique, on parle de l'artiste, de sa carrière. Et nous, on n'est que des passeurs d'informations, des gens qui structurent la pensée, des gens qui donnent des informations nouvelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que c'est évidemment plus facile, finalement, juste de prendre le micro et de donner son avis, c'est pas du tout une critique, parce que écrire, c'est pas... Tout le monde n'aime pas ça. Donc ça, c'est une chose. Et on a tendance à plus peut-être parler de ce que la musique nous fait ressentir, notre rapport à la musique, plus que de la musique en elle-même.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, même chez certains journalistes qui sont confirmés. Tout se mélange. C'est un peu aussi la limite entre l'influence et le journalisme, mais aussi la com et le journalisme. Et comment on apprend juste avec l'expérience, finalement. Si on arrive à rentrer dans des rédactions, c'est très bien parce qu'on apprend auprès de collègues. Sinon, c'est juste de l'expérience. Mais le journalisme, c'est aussi beaucoup d'humilité, en réalité. Je rejoins ce que Raph et Wafa disent. Pour rebondir sur cet aspect d'humilité, je pense que c'est le plus important parce que tu parlais du fait d'être autodidacte. Pour ma part, tous les métiers que j'exerce aujourd'hui sont le fruit d'un apprentissage personnel et à la fois solitaire parce que j'ai fait ma propre expérience tout seul, mais aussi je me suis rapprochée de gens dont c'était le métier et qui peut-être avaient eu un parcours académique ou une formation ou des années d'expérience. Ça, c'est peut-être la première chose à se dire aussi, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Comme disait Wafa, ne pas se tromper sur la fonction que tu vas incarner, en fait. Tu n'es pas là pour briller, tu parles d'autres artistes ou tu parles d'une culture. Donc ça, c'est les deux aspects essentiels. Mais aussi, prendre son temps et ne pas vouloir aller trop vite. Et je pense que c'est aussi un marqueur de notre génération. On veut susciter des réactions. Plus que de faire ses armes et écrire des articles par dizaines avant de se dire « Ok, je commence à affûter ma plume, ça commence à devenir un peu pertinent ». On veut directement, parce qu'on voit que ça marche aussi, on veut directement faire le truc qui va marcher. Ça peut fonctionner, mais concrètement, est-ce qu'on a vraiment appris avant d'atteindre un certain statut ? C'est le risque en fait, c'est d'avoir toute la lumière sur soi et que tout le monde, que ton média explose et qu'après on voit les potentielles lacunes qu'il y a derrière. Donc prendre son temps aussi, c'est hyper important. Le fait d'être autodidacte, c'est aussi important pour le milieu dans lequel on est, parce que le rap, c'est aussi le mode d'expression d'une certaine catégorie socio-professionnelle, des gens qui n'ont pas accès à des études ou qui ne pensent pas pouvoir le faire. Donc le fait d'être autodidacte, j'encourage toujours ça, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite et respecter aussi ce que les anciens ont fait, observer et demander aussi de collaborer avec d'autres personnes. C'est toujours un bon moyen de le faire, quoi. Parce que le temps, effectivement, Sandra a raison, le temps c'est important à mon avis pour deux choses. Déjà parce que comme on est sur du journalisme culturel, ça veut dire qu'on est spécialisé dans un domaine très particulier, là le rap, le temps c'est ce qui te permet aussi d'acquérir de l'érudition, d'avoir justement ce recul critique. Et c'est encore plus, et je comprends que ce soit encore plus compliqué pour un gamin qui a, je sais pas, entre 18 et 20 ans maintenant, que moi déjà à l'époque quand j'avais 18 et 20 ans, j'avais déjà 20 ans ou 30 ans de rap à rattraper. Là, on est dans les 50 ans du rap officiellement, on fait de la culture hip-hop cette année. T'as 50 ans de culture hip-hop à rattraper en fait, donc forcément, t'as besoin de temps pour tout avaler, tu vois, si tu veux vraiment en fait avoir cette érudition qui te permet d'avoir une forme de recul critique, quoi. Et je pense que le temps, ça permet aussi autre chose, c'est encore une fois de définir ta ligne éditoriale pour ton média. Wafa, elle a utilisé ce mot d'influence. C'est de la prescription, c'est de la curation, et ça peut être complètement une ligne éditoriale acceptable. Il y a plein de médias qui font ça très bien, mais je trouve qu'ils le font bien parce que justement, ils ont réussi à définir un filtre sur on va vous parler de quoi en termes de scène rap. Et ça permet, je trouve, de définir certaines choses parce que forcément, à partir du moment où tu vas choisir, c'est-à-dire que tu vas moins parler de certaines choses ou tu vas en parler différemment et tu peux développer justement un discours critique en fait. Je pense que le temps, ça sert à ça aussi, et là-dessus, je suis complètement d'accord avec Sandra, de comprendre quelle ligne éditoriale tu veux développer. Est-ce que tu veux juste faire des interviews? Est-ce que tu veux faire un média justement d'approche critique comme Thésaurap par exemple? Si on parle de choses récentes, Thésaurap, ils se sont complètement axés là-dessus. Comme 1863 sur la next gen, comme Midi Minuit, tu vois, sur un certain type de rap aussi. Donc je pense que ça c'est important aussi et c'est le temps qui permet justement de faire ça. Parce que sinon, effectivement, tu fais comme tout le monde, quoi. Et faire comme tout le monde, c'est pas faire forcément quelque chose de très intéressant, quoi. Et pour rebondir sur le temps, c'est vrai que le côté négatif avec lequel les gens doivent traiter, c'est cette pression de l'actualité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, que ce soit des vidéos, des podcasts, des albums, des EP, des singles, que en fait, déjà en termes de consommateurs, on est assaillis, on a cette pression il faut écouter à temps, il faut pouvoir en discuter, donner son avis. Alors j'imagine qu'encore plus, si on a si on est un média, si on a un compte, etc., qui veut être à la pointe de l'actualité, on a envie de le faire avant tout le monde. Et ça rajoute de la pression. Donc aussi, c'est lié, je ne sais pas qui vient avant, mais il y a aussi cette notion de consommation. Peut-être que si on révisait, si on revoyait notre façon de consommer la musique aujourd'hui, ça influerait sur les médias et inversement.
Et je pense que c'est des choses qu'on peut pas séparer. C'est clair. Sandra, je reviens sur le lien que tu as fait entre le fait d'être autodidacte et le rap. Il y a autre chose qui est important dans tout ça et qui va être lié aux médias et au journalisme, c'est l'indépendance, qui est aussi très très liée à ce qu'est le rap, à ce que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance en tant que média et en tant que journaliste? Alors en tant que journaliste, c'est de ne pas être lié, de ne pas avoir d'exclusivité avec une rédaction, donc de pouvoir proposer des sujets à différentes rédactions. Et en tant que média, c'est de ne pas être lié économiquement à des structures qui produisent l'objet duquel on parle. Très bien, super clair. Je limite si tu n'as pas préparé ta réponse. Mais effectivement, il y a cette notion d'économie, de lien économique. Indépendance dans une société capitaliste, ça va toujours être aussi une question d'argent. Déjà, premièrement, pour vraiment parler de votre expérience à vous, à quel moment vous avez pu vivre de ce que vous faites dans le rap? Moi, j'ai vraiment commencé à pouvoir en vivre il y a 5 ans, début 2018. Parce qu'avant ça, donc, en fait, moi, ça fait 13 ans que je fais partie de l'Abécédaire du son, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un site au fonctionnement bénévole. On n'a pas de modèle économique, donc on n'a pas de rentrée d'argent liée à l'Abécédaire du son. Il y a eu effectivement entre-temps OKLM, sur lequel on arrivait à gagner un petit peu d'argent. Il y avait No Fun, sur lequel un podcast de critique musicale sur lesquels on pouvait gagner un petit peu d'argent aussi. Mais tout ça, ça ne me permettait pas d'en vivre en fait. Donc, c'est depuis 2018 où je me suis lancé à plein temps en tant que journaliste indépendant, freelance. Et donc, ça fait 5 ans que je vis complètement de ça, avec les différents médias avec lesquels j'ai pu bosser, des projets de livres, etc. Voilà. Que ça implique, en étant 100% dans le journalisme, c'est du coup de travailler sur différents médias, sur différents supports, etc. Ouais, exactement. Là, pour le coup, qui prend du temps aussi à créer, à apprendre. Ouais, et après, pour le coup, je pense que c'est la vie de beaucoup de freelance de manière générale. Que tu sois journaliste, photographe, graphiste, etc. C'est un métier passion. Donc un métier passion, c'est forcément un métier chronophage. Ouais. Toi, enfin, il me semble que tu as toujours eu un équilibre économique qui ne dépendait pas uniquement de ce que tu faisais dans le rap. Je crois que c'est pareil pour toi un petit peu, Sandra, tu as différentes activités. Ouais. À quel point c'est important, à quel point aussi ça permet d'être serein et de choisir les projets qu'on fait en tant que journaliste notamment? Je pense que c'est différent de Wafa parce que je compte pas faire un choix à un moment. En fait, pour l'instant, je sais que j'ai en tête de cumuler plusieurs activités. Donc, je ne vis pas uniquement des missions que je fais dans le rap parce qu'il y a la photo à côté. Bon, c'est lié également. Et il y a les missions de direction artistique. Donc, c'est un peu du bricolage entre plein de choses. Et en réalité, même si on a l'impression qu'il y a énormément d'argent et que c'est hype et que tout fonctionne bien, ça fluctue constamment. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Et même, comme le disait Raph, même si on gagne sa vie de pige, il faut voir aussi quelle est la qualité et le taux de la pige proposée qui sont de plus en plus dérisoires, voire où on nous oblige à passer sur le statut de freelance. Donc il y a des choses en fait qui nous dépassent, dont on dépend constamment. Tu disais notamment, il y a cette croyance qu'il y a plein d'argent dans le rap, que machin, effectivement. Ça fait quelques années là qu'on dit qu'on est dans un âge d'or du rap français, dans un nouvel âge d'or en tout cas. Il y a effectivement même des moments où j'ai l'impression qu'on bascule limite dans un âge d'argent parce qu'on a l'impression qu'il y a cet Eldorado du rap et du coup il y a des gens qui se lancent non pas comme on pouvait le faire il y a quelques années où il y avait moins cette impression-là et du coup beaucoup plus avec l'ambition de la passion parce que fallait limite être fallait être très très volontaire pour voir qu'on allait en vivre il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se lancent, et notamment dans des comptes digitaux, dans des comptes d'influence, en se disant il y a de l'argent à se faire. Il y a une nouvelle croyance que tout travail mérite salaire. Alors, c'est pas une croyance, effectivement, tout travail mérite salaire, mais du coup, des comptes digitaux qui se mettent effectivement à faire payer des relais. Alors, la question, c'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est d'essayer de capter qu'est-ce que c'est la différence entre encaisser un PayPal pour relayer un artiste, en tant que vraiment auto-entrepreneur, créateur d'un compte digital, machin, et entretenir une régie publicitaire sur un média. Quelles sont vraiment, à votre avis, les différences? La régie publicitaire est une entreprise, dans le cadre d'une régie externe, ou un service appartenant à une entreprise pour les grandes structures, une régie interne intégrée. Son rôle est de vendre des espaces publicitaires à des clients en demande. Les emplacements peuvent, à l'échelle du web, se trouver sur différents supports, comme des moteurs de recherche, des sites web, des réseaux sociaux, des blogs, des newsletters ou encore des emails. C'est vrai qu'on est dans des médias qui n'ont pas de régie publicitaire, donc c'est un peu compliqué. Mais peut-être pour faire le parallèle entre
et le métier en dehors des rédactions et ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a de l'argent dans le marketing. Et justement, ce que tu viens de dire, les maisons de disques, les labels préfèrent payer des comptes à forte influence pour pouvoir diffuser leur artiste et leur actualité que de passer par des médias traditionnels. J'ai eu l'impression que peut-être entre 2019 et 2021, j'avais l'impression que vraiment, on n'avait plus besoin de nous, surtout en plus du média écrit, on ne va pas se mentir. Nous, on le voit aussi avec l'abécédaire. Pour certains, c'est has-been, pour d'autres, c'est super, c'est historique. Je pense qu'en fait, c'est toujours le mélange des genres en fait, qui est compliqué. Quand tu arrives dans des gros médias, on sort un peu du milieu du rap, mais ça donne des exemples. Tu prends des grands magazines, tu as effectivement, ou des grands quotidiens, etc. Tu as effectivement toute la partie régie publicitaire. Tu as aussi toute la partie rédactionnelle avec un rédacteur en chef, un chef d'édition, qui sont là pour protéger aussi normalement, tu vois. C'est leur rôle, tu vois, la liberté éditoriale. Mais ça, je pense qu'il y a une distinction que vous avez tous les deux évoquée, qui est très peu connue ou comprise justement par les jeunes qui vont lancer, et que moi aussi j'ai mis longtemps à capter, la différence entre l'éditorial et le marketing, et du coup les relations presse, où là on fait jouer effectivement la liberté de la presse. Bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut, et le marketing, où là effectivement on va acheter du contenu, des emplacements sur un média. Tout ce qu'il faut payer, donc les stories, les tweets, les posts, c'est du marketing. Et l'attaché de presse, normalement, gère pas directement le marketing, c'est le chef de projet. Les relations presse, c'est gratuit. C'est ce qu'on appelle aussi un peu la liberté de la presse. Je rajouterais juste quelque chose par rapport à ça, c'est que y a une différence entre acheter un espace publicitaire pour diffuser quelque chose et faire une chronique qui est influencée en fait, qui est tirée par d'autres cordes. Et je pense que c'est ça la différence aujourd'hui, c'est que tout est dans un espèce de flou, parce que comme on consomme tout sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui se mélangent et on ne sait plus dissocier un article, une chronique, une promotion, du contenu sponsorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, ça rentre dans les débats, même en dehors du rap, ces questions justement de l'influence. Il faut que le public soit averti. Ouais, c'est surtout ça, la transparence. C'est ça la clé en fait. Peu importe, je pense que ça continuera d'exister et c'est bien que ça existe parce que ça peut faire vivre plein de médias justement qui utilisent leur influence pour, c'est leur modèle économique. Il faut juste que le public soit averti de qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que je suis en train de lire là en ce moment. Dernière question, parce que là, du coup, on a parlé de la thématique argent, mais il y a une thématique autrement plus importante à mes yeux sur l'idée des médias et du journalisme dans le rap, en tout cas. C'est l'idée de la subjectivité. Est-ce qu'on peut être un média rap en prenant position ? Tu prétends faire du rap sans prendre position ? Ou est-ce que, justement, il y a ces notions de neutralité à respecter, quand on communique sur les sorties d'albums du jour, est-ce qu'on doit communiquer sur tous les albums ? Est-ce qu'on doit faire un choix, etc. Moi, je pense que la neutralité dans tous les secteurs du journalisme, ça n'existe pas. Et encore moins dans le journalisme culturel. Voilà, on est des êtres humains avec des émotions, avec des appétences. Le but du journalisme, peut-être le moins subjectif possible, mais on ne peut pas enlever toute notion de subjectivité. C'est clairement impossible. Déjà, on a parlé tout à l'heure de cette notion de ligne éditoriale, c'est subjectif. Et puis, lors d'une chronique, je pense que cette subjectivité peut arriver à la fin, dans le sens où si on fait bien son travail de journaliste, il y a un travail de contexte à faire, il y a un travail sur l'évolution de la discographie, de remettre vraiment tous les éléments pour que quelqu'un qui n'a jamais écouté puisse comprendre le mieux possible. Et puis c'est surtout aussi des angles finalement. Si par exemple tous les médias font les interviews d'une même personne, le fait de se dire je vais angler sur ça ou sur ça, ça crée aussi des différences. Et ensuite on donne notre avis personnel et on pose nos questions suivant comment on a réceptionné cette musique. Donc finalement, il y a toujours une part de nous, et c'est ce qui fait aussi la force d'une rédaction ou d'un avis personnel de toutes les manières. Pourquoi on nous écoute nous, on nous lit nous, plutôt qu'une autre personne ? Parce qu'on a un bagage culturel, humain, on ne vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas grandi de la même manière, et on voit des choses différentes. Une chronique ne peut jamais être la même. On aura beau tous chroniquer le même album, on ne mettra jamais les mêmes choses à l'intérieur et c'est ça qui est beau et c'est ça la richesse du journalisme. De toute façon, le journalisme culturel, c'est des questions de perception et de représentation. Donc c'est le journalisme qui peut être le moins objectif possible, précisément. C'est pas la subjectivité qui compte, c'est l'impartialité. Et là, on est sur effectivement des questions de transparence, etc. D'avoir une propre forme d'autocritique, c'est-à-dire, ok, j'ai ressenti ça, mais
pourquoi j'ai pu ressentir ça? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que je suis pas biaisé? Je pense qu'il y a beaucoup ces questionnements-là aussi à avoir, et des questions de nuance aussi. Parce que, effectivement, une œuvre, tu peux l'adorer, la détester, mais il y a aussi des entre-deux, et d'essayer de comprendre justement pourquoi toi tu vas adorer cet album-là, pourquoi finalement ça marche pas, pourquoi tu vas détester cet album alors que beaucoup de gens vont l'apprécier, et d'essayer de nuancer ton propre avis, justement pour essayer d'enrichir ta réflexion, ta critique. Et nous, je pense que c'est un peu l'exercice qu'on essaie d'avoir individuellement sur le code review, par exemple. Et c'est la même chose quand tu prépares une interview, par exemple. Si tu fais une interview de Lèchebot, c'est pas intéressant. Il faut aussi, il faut pas aller au conflit avec l'artiste, tu vois, mais il faut aussi, avec diplomatie, nuancer, poser des questions, pas le mettre en difficulté, mais le faire sortir un peu de sa zone de confort, justement, pour essayer d'aller vers autre chose. Le dialogue, c'est intéressant, parce que tu peux parfois même faire ressortir des choses à l'artiste qu'il n'aurait pas soupçonné. Et c'est ça les meilleurs moments, c'est « Ah ouais, t'as raison » ou « Non, je suis pas d'accord avec toi ». Et il peut peut-être même te convaincre, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce dialogue-là, c'est un dialogue qui se crée via toi qui est média, dans le sens un intermédiaire, parce que tu représentes un auditeur lambda qui peut être n'importe qui d'autre dans le public, justement. Le dénominateur commun, c'est qu'on fait ce métier parce qu'on est passionné par le rap aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas gommer ses aspérités parce que le rap, ce n'est pas des mathématiques. Sinon, on aurait juste des comptes qui nous disent aujourd'hui, Prince Wally a fait tant de streams. Et c'est pas intéressant, on a besoin de parler de ce qui nous touche, en fait, nos sensibilités, parce que c'est comme ça que les gens écoutent la musique aussi. Donc pour conclure là-dessus, on pourrait dire qu'on a le droit d'être subjectif, que c'est même intéressant d'être subjectif. Il le faut. Et que pour rendre cette subjectivité encore plus pertinente, il faut de la transparence, c'est ça? Ouais, c'est ça. La transparence, de l'impartialité et de l'autocritique aussi, quoi. Et de la nuance, c'est arrêter les superlatifs et de dire c'est incroyable à tout bout de champ. Tu vois, c'est finito ou c'est incroyable. Bah non, en fait, entre finito et incroyable, il y a plein de choses qui existent, tu vois. Bon, cette interview, elle est masterclass, tu vois. Ça, on est tous d'accord. Non, mais voilà, je pense qu'effectivement, la raison, c'est bon pour tout le monde, parce que même nous, avec du recul, on peut s'enflammer. Bah oui. Et après, on se dit, bon, en fait, non, peut-être que 6 mois plus tard, je me suis un peu emballé là-dessus, quoi. Donc, c'est bon pour tout le monde de savoir prendre du recul et tempérer un peu des fois. Super, c'est une magnifique conclusion. J'essaie de pas prendre plus de temps. On a dit le rap c'est pas des mathématiques. Chez nous on dit les chiffres mentent pas, la qualité. Et qu'on remercie la place de nous avoir accueillis dans le cadre de la L2P convention et la Room d'avoir coproduit ce contenu avec nous. Merci encore à vous trois, c'était super. Merci à toi.